Madame Bonnet, Monsieur Capin-Dulost, soyez les bienvenus au sein de l'Assemblée nationale. Ainsi que vous le savez, nous avons été chargés, Monsieur Georges Fenech et moi-même, d'une mission d'information relative à la révision des condamnations pénales. Nous avons reçu Madame Giantara déjà, et j'avais travaillé depuis de longs mois déjà avec elle sur ces problèmes qui nous préoccupent. Vous êtes mieux que quiconque informé et tout, mais simplement, j'attire votre attention sur deux ou trois choses que nous venons plus ou moins de découvrir au cours de ces derniers jours. Tout d'abord, sur l'importance des décisions qui ont été rendues à la suite des arrêts des cours d'assises en appel à partir de 2000. Et je voudrais savoir si à la direction des affaires criminelles et des grâces, vous avez un certain nombre de renseignements à ce sujet. Il nous a été indiqué par Maître Saint-Pierre ce matin que sur les 3 premières années qui ont suivi la réforme de l'appel des arrêts des cours d'assises, 130 décisions de condamnation en 3 ans se sont transformées en décisions d'acquittement. Ce chiffre nous interpelle très fortement puisque c'est sur 3 ans, 130 décisions, alors même que, en ce qui concerne les révisions des décisions pénales des arrêts de cour d'assises, c'est moins de 1 tous les 10 ans, 8 en 70 ans. Donc, globalement, 1 tous les 10 ans. Donc, la distorsion est tellement forte qu'on ne peut être qu'impressionné. Donc, est-ce que ces chiffres sont exacts? Je pose la question, parce que, bien évidemment, j'ai bien évidemment confiance dans ce qui est dit, mais j'aimerais qu'il puisse y avoir une vérification de votre part, car nous n'avons pas, nous, les moyens techniques de vérifier. Et c'est essentiel à notre égard. La deuxième chose, bien sûr, c'est que des arrêts d'acquittement sur lesquels il y aurait eu un appel de Monsieur le procureur général, réforme prévue en 2002, ont été suivis à peu près dans un dossier sur 3 d'une décision de condamnation. C'est donc dire que la justice est hésitante, puisque nous avons des décisions 1 sur 3 d'un côté et 130 décisions de l'autre. Et je rapporte cela aux 8 décisions qui ont été rendues par la Cour de révision et en réalité dans des affaires où on a pratiquement démontré qui était le coupable, où on a pratiquement assuré que la personne condamnée qui bénéficiait d'une décision de révision était innocente, et on ne se plaçait pas sur la notion de doute s'appuyant sur un élément nouveau, sur un fait nouveau. On s'y appuyait bien sûr, mais on était allé très au-delà. C'est le premier élément des précisions qu'on souhaiterait avoir. Le deuxième élément, vous êtes à un niveau d'observation stratégique. Globalement, le sentiment que nous avons, et de nombreux hauts magistrats nous l'ont donné, c'est que quelles que soient les modifications législatives qui seront susceptibles d'être entreprises, l'état d'esprit de la magistrature n'est pas pour aller vers une ouverture importante des cas de révision. Autrement dit, avant 1989, il fallait un doute sérieux. Depuis 1989, un simple doute. Les magistrats nous ont dit que c'était intéressant, mais que cela n'avait pas été suivi, en tout cas, d'une moindre modification de la jurisprudence de la Cour de révision. Alors ça nous interpelle fortement, ces deux choses-là. Voilà, je ne parlerai pas du reste, mais je voulais simplement soulever ces deux problèmes avant de donner la parole à M. Fenech. Simplement pour vous demander, donc, en réponse aux questions de M. Alain Tourret, votre point de vue aussi, plus généralement, sur l'opportunité d'une telle réforme. Vous avez bien compris qu'elle est
Elle est souhaitée par la commission des lois, hors de toute médiatisation d'affaires. Nous travaillons depuis plusieurs années. Alain Tourret réfléchit également depuis plusieurs années. Et ensemble, nous avons décidé d'y réfléchir sérieusement. Et nous souhaiterions avoir évidemment le point de vue de la direction des affaires criminelles et graves, notamment dans les rapports aussi que vous entretenez naturellement avec les procureurs généraux, le rôle du procureur général, pas uniquement celui de la Cour de cassation. Est-ce qu'on peut envisager que le procureur général de la Cour d'appel puisse aussi, par exemple, être une partie requérante devant la commission d'instruction? C'est ces questions-là que nous aimerions aborder avec vous. Messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs, d'abord, avec ma collègue, nous représentons Marie-Suzanne Lequéot, directrice des affaires criminelles et des grâces, et nous vous remercions de nous avoir associés à cette série d'auditions. J'ai vu nos prédécesseurs illustres devant votre mission d'information. Je répondrai bien sûr à vos questions précises dans le corps de mon intervention. Votre mission d'information, elle a trait donc à la révision des condamnations pénales. Je fais un peu d'exégèse du texte, ne m'envoyez pas, c'est un peu aussi mon métier. La révision des condamnations se situe dans le Code de procédure pénale, au livre 3, au titre des voies de recours extraordinaires. Ça n'est pas neutre. Ça n'est pas un troisième niveau. Dans les voies de recours extraordinaires, vous avez aussi le pourvoi en cassation et vous avez aussi, comme vous le savez, le réexamen des condamnations, des décisions pénales après condamnation par la France, par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ça vous situe déjà l'objet juridique qu'est ce que d'ailleurs le législateur, je ne sais pas, par prudence, a appelé la demande en révision. Entre nous, on l'appelle le recours en révision, mais dans le code de procédure pénale, c'est la demande. C'est peut-être pas non plus totalement un hasard. Donc c'est une procédure qui a un caractère dérogatoire, j'allais dire par nature. Il ne faut pas non plus oublier que la Cour de cassation vous a donné d'ailleurs des chiffres, on est pratiquement au même niveau. On a 46 condamnations correctionnelles et criminelles ayant donné lieu à annulation après dans le cadre d'une révision depuis 89. Donc ça nous fait effectivement 2 décisions par an à peu près. Donc je ne vous contredirai pas sur ce point. Nous ne sommes pas dans une logique extrêmement ouverte par rapport à la voie de recours ordinaire qui est bien sûr l'appel correctionnel et appel criminel depuis en effet 2000 et 2002. Pourquoi est-ce que c'est aussi une procédure exceptionnelle? C'est parce que finalement la Cour de cassation dans ce cas précis juge le fond. Et ça, c'est quand même totalement assez baroque finalement pour les juges du quai de l'Horloge. C'est aussi, ça irriguera, je pense que ça irrigue votre réflexion et c'est quelque chose qu'on doit, je pense, garder à l'esprit. Même si, et nous les premiers d'ailleurs serions tout à fait, si on nous le demande demain, en capacité de mettre en musique une amélioration du dispositif, l'équilibre général de la révision, ça n'est pas de réouvrir dans les mêmes conditions qu'à l'instruction une phase procédurale qui referait, j'allais repartir pour un tour, si vous me permettez l'expression un petit peu triviale, le mis en cause et l'institution judiciaire avec lui. Je veux dire par là que la présomption d'innocence, elle ne se pose pas exactement dans les mêmes termes que quand on est en phase d'instruction. Je ne ferai pas l'injure, monsieur le rapporteur Fenech, de vous évoquer cette notion devant vous. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on arrive en révision, je ne dis pas qu'on a des coupables devant nous, mais on a des personnes condamnées. Et donc, c'est tout l'enjeu de la révision. Vous l'avez bien compris, dès les premiers, même avant d'avoir reçu votre lettre de la mission d'information, avant que vous ne commenciez vos travaux, je veux dire, il faut concilier
non pas la sécurité juridique, on va dire l'autorité de la chose jugée et la manifestation de la vérité. Et ça, c'est depuis que la commission de révision existe, depuis que la demande en révision existe, pardon, le législateur a essayé de concilier les deux. Alors, le grand, vous le savez, mais c'est pas neutre de le redire aujourd'hui, le grand basculement, c'est 89, effectivement, avec la juridictionnalisation de la révision. Exit la commission, le rôle du ministre, de filtre par le ministre de la recevabilité des demandes. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, on a dû en parler devant vous, d'autres comme moi ont dû en parler plus savamment. La commission consultative qui assistait le ministre pour jouer ce rôle de filtre était constituée de façon là aussi assez étonnante de 3 magistrats de la Cour de cassation et de 3 directeurs de l'administration centrale. Je me demande d'ailleurs qui à part celui des affaires criminelles, pouvait être présent. Enfin bon, c'était organisé de la façon suivante. Donc 89 a été véritablement une évolution, notamment parce qu'au-delà de la structure, on change. Alors, vous venez de me dire, et j'en dirai un mot, que le doute, que la preuve de l'innocence a été transformée par l'existence d'un doute. Mais on a quand même, au moins, et ça n'est pas que symbolique, transféré vers la Cour de cassation seule. Alors dans les organes qu'on pourra effectivement, selon les modalités qu'on pourra, et que votre mission d'information, j'imagine, est en train d'examiner, mais le fait que le garde des Sceaux ou les directions qui l'assistent soient déchargés de ce travail de filtre était déjà une bonne chose. Ensuite, le critère d'éléments le passage, pardon, de l'élément attestant l'innocence, c'est la preuve de l'innocence, c'est quand même un renversement total de la charge de la preuve. Effectivement, on peut considérer que là aussi c'est un bien, que la réforme de 89 a été un bien en introduisant la notion de doute sur la culpabilité de la personne, non pas de preuve de l'innocence. Ça, nous en sommes d'accord. Maintenant, les équilibres, parce que c'est, je crois, le reproche qui est fait ici et là au dispositif mis en place depuis 89, c'est qu'effectivement, on se trouve avec une commission qui a qu'on pourrait d'ailleurs rebaptiser, parce que on pourrait repréciser. Et je crois d'ailleurs que je suis même sûr, le premier président et le procureur général de la Cour de cassation vous ont proposé de façon convergente sur ce point des propositions. La commission, qu'est-ce qu'elle fait? La commission de révision, elle instruit. Donc on pourrait très bien appeler, lui donner, aligner le droit sur le fait et l'appeler commission d'instruction des demandes en révision. Mais effectivement, il y a ce double degré. Donc, enfin, en tout cas, ce double niveau d'intervention au stade de la révision. La commission de révision qui considère le caractère nouveau. C'est bien ça, c'est l'élément nouveau de nature à créer un doute. Et la Cour de révision, évidemment autrement composée que la commission, qui, elle, tranche la question de l'annulation ou pas. Je vois mal comment est-ce qu'on pourrait, d'ailleurs je crois que personne, dans les personnes que vous avez entendues, aucune ne remet en cause ce double regard. Mais je tenais quand même à vous indiquer que, avec notre point de vue de technicien, on voit mal comment on pourrait éviter ce double niveau. Je fais le parallèle, je sais que je peux comprendre que vos interrogations se sont à ce niveau taries, mais la commission de réexamen des condamnations après condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, elle, évidemment, elle n'a pas ce double niveau, mais elle juge le droit. C'est toute la différence. Donc, pour ce qui est de l'organisation générale avec ces deux niveaux commission, et cours en deuxième, ensuite sur la question de l'annulation ou pas, je pense si vous me demandez notre avis, il faut maintenir effectivement parce que l'office n'est pas le même. L'office n'est clairement pas le même entre les deux niveaux. Maintenant,
on peut, parce que c'est aussi une des questions sur lesquelles vous êtes penché, examiner la façon dont les critères. Les critères, les fameux 4 critères qui n'ont guère bougé finalement depuis le code d'instruction criminelle. Une des questions que vous posiez au début de vos consultations, m'a-t-il semblé, c'était est-ce que le 4e critère du fait nouveau, justement, n'absorbe pas tous les autres, enfin les 3 premiers. Bon. Alors oui, et alors, pourquoi d'ailleurs les a-t-on maintenus? C'est l'explication de ces 4 critères, elle est directement liée au fonctionnement, à l'histoire de la révision. Quand le garde des Sceaux avait joué le rôle de la commission aujourd'hui, il donnait ordre au procureur général près de la Cour de cassation de saisir la Cour dans les 3 premiers, c'est-à-dire quand on se rendait compte que le mort n'était pas mort, qu'une décision en cas de contrariété de décision est dans l'hypothèse du faux témoin. Voilà. Donc c'était des hypothèses. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, on voit mal effectivement l'opportunité. Il n'y a aucune opportunité dans ces hypothèses-là. Oui. Donc d'accord pour que on supprime les 3 premiers, on retienne le 4e. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il nous échappera rien en faisant cela? Oui, on pourrait très bien le faire. L'explication, le maintien des 4 est historique, en fait. C'est ce que je vous disais à l'instant. C'est sûr qu'un fait nouveau... la seule chose, c'est qu'effectivement, on voit plus une question d'opportunité dans le 4e. L'effet nouveau, ça peut être une rétractation. Là, vous voyez, c'est autre chose. Ça s'apprécie de façon peut-être plus fine que, si je puis dire, le mort ressuscité, celui qu'on croyait mort et qui ne l'était pas. Bon, là, effectivement, il est difficile dans ces cas-là de ne pas saisir la Cour de révision pour qu'elle, sans préjuger de sa décision, bien sûr. Mais oui, il y a le fait nouveau est plus vaste. Et éventuellement soumis à plus de discussions que les 3 critères traditionnels, les 3 premiers critères évoqués. Mais si demain votre commission ou une proposition de loi devait reprendre, synthétiser les 4 critères dans le dernier, ça ne changerait pas, à mon avis. Nous n'y perdrions pas aucun cas de figure n'échapperait à la procédure. C'est très important. Donc ça, c'était sur les critères. Donc ça reste, j'allais dire, le 4e étant effectivement, comme on vient de le dire, assez compréhensif, le fait nouveau. Alors il faut effectivement qu'il soit non seulement nouveau, mais de nature à créer le doute. C'est conjoint. Je le dis parce que, hélas, on se rend compte en pratique que tel un ouvrage publié des années après une condamnation contestée, ou un reportage, même un témoignage qui vient éclairer, porter un éclairage nouveau, mais qui n'est pas de nature à bouleverser la déclaration de culpabilité. C'est nouveau, mais c'est pas de nature à créer un doute. Vous voyez, c'est pour ça que les 2 critères sont cumulatifs, évidemment. La nouveauté ne suffit pas. Il faut que les premiers juges aient ignoré, n'aient pas eu en leur possession l'élément dont on s'agit, mais il faut aussi que l'élément dont on s'agit soit de nature à créer le doute. Il ne faut pas l'oublier, bien entendu. Sur la question peut-être des personnes habilitées à saisir alors je l'appelle encore la commission, puisque c'est son nom aujourd'hui, la commission de révision. Il y a évidemment, tel que le texte est rédigé aujourd'hui, c'est une interrogation qu'on a d'ailleurs, qu'on a eue, je le rappelle, donc actuellement le garde des Sceaux, évidemment, la personne elle-même, voilà, c'est l'article 623, le ministre, le condamné, et à sa mort, le conjoint, les enfants, les parents et les légataires. La question qui s'est posée, elle s'est posée de mémoire dans Seznec. C'est au-delà des enfants. Les enfants, entendu, vraiment le fils et les filles. Enfin, est-ce qu'on peut aller au-delà, et notamment les petits-enfants?
ça ne nous semble pas poser de problème. On a alors, sous un petit bémol que je vais tout de suite introduire, on a, et vous le savez l'un comme l'autre d'ailleurs, la notion d'ayant droit en procédure pénale, enfin en droit de façon générale, hein, mais également procédure pénale, la partie civile, les ayants droit de la victime, etc. Donc on pourrait très bien aller jusque-là. Ou simplement limité aux petits-enfants. Bon, à votre convenance, on ne voit pas, nous, d'obstacle strictement légal ou constitutionnel ou conventionnel. La simple question qu'il faut se poser, mais c'est une nuance, c'est pas vraiment une objection, c'est que plus on ira, on ouvrira dans le temps, donc à des petits-enfants, même à des héritiers en ligne directe jusqu'à sans limite de génération, on va se retrouver avec une difficulté pour la commission de révision de retrouver les preuves. C'est comme quand le législateur allonge les délais de prescription. C'est toujours pareil. La recherche de la vérité est assez difficile. Bon. Donc si demain on devait effectivement autoriser, enfin allonger la liste, élargir la liste des personnes pouvant saisir la commission de révision, il y a ces difficultés, non pas juridiques stricto sensu, mais matérielles de rapporter les éléments nouveaux. Après tant d'années, c'est déjà difficile aujourd'hui. Bon, ça le serait encore plus en se projetant dans un futur lointain. Mais au niveau de la direction qui est la mienne, pas d'objection particulière. Alors oui, un mot, et ensuite je reviendrai vraiment à vos questions. Un mot peut-être sur, j'en ai dit, j'ai commencé à esquisser quelques lignes fortes sur le sujet, sur le rapprochement, donc commission de révision, en tout cas cours de révision, et cours de réexamen. Commission de réexamen, pardon. Si finalement, au gré de votre réflexion ou des débats à venir, vous souhaitiez effectivement recreuser davantage cette voie, donc ça ne serait possible que pour rapprocher les compositions éventuellement des deux organes. Et quand je parle des deux organes, ce serait entre la cour de révision et la commission de réexamen. Puisque, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut nécessairement qu'en matière de révision, on ait d'abord un examen du caractère, l'appréciation du fait nouveau. En revanche, la décision d'annulation d'un côté pour ce qui est de la révision ou d'éventuel renvoi après condamnation CEDH, elle par la Cour européenne des droits de l'homme, elle pourrait appartenir au même organe. Voyez. Mais la phase instruction, je l'appelle comme ça, elle doit être forcément, qui est propre donc à la révision, elle doit forcément être distincte. Voilà, ça c'est compte tenu de l'office différent de ces deux organes. Ensuite, et pour peut-être ah oui, la question des scellés. C'était aussi, je crois, un sujet qui vous intéressait. Et d'ailleurs, ça c'est pour la pratique, nous l'a rappelé. La question des scellés, vous le savez, l'article 41.4 du Code de procédure pénale fixe depuis 1999, sauf erreur, a raccourci les délais de conservation des scellés de 3 ans à 6 mois. 6 mois, c'est peut-être très court. Alors, on comprend pourquoi d'ailleurs, et ce n'est pas devant vous, législateur, que j'apprendrai que des scellés qu'on conserve, ça n'est bon ni pour les juridictions, ni pour le budget, de façon générale. Donc, le raccourcissement des délais de conservation des scellés n'est pas en soi incompréhensible. Évidemment, en parallèle de ça, on se retrouve avec des difficultés comme on a eu notamment dans mémoire l'affaire Le Prince, Dany Le Prince, où pratiquement tout avait été détruit. Bon. Voilà.
Alors, comment faire pour rationaliser d'une part, concilier ces deux objectifs, hein, qui sont la rationalisation des scellés, ne pas conserver ad vitam aeternam dans tous les... Et là aussi... je sais que vous connaissez, vous avez des notions assez précises, je crois, de l'état de nos locaux de pièces à conviction dans les juridictions. Donc, il faut en même temps rationaliser les scellés, c'est sûr, et permettre, dans ces cas très rares quand même, ou assez rares, de futures révisions, permettre le travail de la commission de révision. Nous avons, alors il y a deux façons de raisonner. Il y a 2 ans maintenant, ma direction a diffusé une circulaire aux juridictions indiquant que dans les demandant au parquet, vous l'avez, je pense, peut-être dans vos écritures, dans votre dossier. Bon, alors. C'est pas évident non plus. J'entends bien que cette circulaire de 2011, elle n'était pas facile à appliquer. Elle ne l'est pas parce que, mais elle donnait quand même une direction. Elle disait attention en matière criminelle ou correctionnelle grave, on va dire, infraction sexuelle par exemple. Quand les faits sont contestés, messieurs les procureurs, ne détruisez pas tout de suite, enfin, au délai légal, c'est-à-dire les 6 mois, mais gardez dans vos juridictions les scellés. On a évidemment une autre, ça c'est la solution à droit constant à laquelle nous avions pensé il y a 2 ans. On peut imaginer, nous avons fait un travail de rédaction pour l'instant interne au ministère, prévoir en matière criminelle, puisque c'est comme là que les enjeux se situent, quand le condamné définitif, hein, donc imaginons qu'il y ait eu appel, en appel, conteste les faits, et ça nous le savons dorénavant, puisque depuis 2011, les arrêts d'assises sont motivés, donc nous avons une feuille de questions et une feuille surtout de motivation. La feuille de motivation, c'est la nouveauté de 2011. Donc, quand les condamnations criminelles sont contestées, c'est un indice objectif de potentielle révision quelques années ou 10 ans après, si vous voulez. Et dans ces cas-là, nous avons réfléchi à un projet de modification du Code de procédure pénale qui dirait que dans ces hypothèses-là de condamnation aux assises, définitives mais contestées par l'accusé, le procureur doit donner doit se voir soumettre l'autorisation de détruire les scellés. Et du coup, s'autoriser à les conserver. Me permettez-vous tout de suite de vous poser une question sur ces problèmes de scellés tout le monde nous dit que c'est fondamental, y compris tous les rapports de la Cour de cassation. Bien évidemment, il y a des conséquences financières qu'on ne peut pas non plus ignorer. Est-ce qu'il serait possible de faire une recherche sur le coût qui serait celui pour la justice dans les conditions suivantes? Premièrement, les scellés ne pourraient être conservés de manière spécifique qu'en matière criminelle. Deuxièmement, les scellés ne pourraient être conservés de manière spécifique que lorsque il y a un doute sur la culpabilité, puisqu'il y a une contestation de culpabilité. Voilà. Dans ces 2 cas-là, il nous a été proposé qu'il y ait de plein droit une conservation non pas pendant 6 mois, mais pendant 5 ans. Et qu'au bout des 5 ans, il y aurait destruction, mais que cela ne pourrait se faire qu'après. Oui, c'est ça. Qu'après une demande de monsieur le procureur général qui récupérerait l'avis de l'accusé à ce niveau-là. Nous nous tournerons vers notamment la direction des services judiciaires, mais sur l'économie textuelle, c'est exactement ce vers quoi nous nous tournons. La deuxième version, hein, c'est-à-dire le scénario, l'hypothèse criminelle contestée. Voilà. Vous comprenez bien que le coût nous intéresse parce que il faudra que nous discutions avec Madame la garde des Sceaux de l'article 40.
bien évidemment, donc ce coût, qu'elle accepte de le lever, bien évidemment, dans le cadre d'une proposition de loi qui serait déposée par nous. Je sais simplement, juste une parenthèse, l'affaire Marc Machin. Alors, juste, L'affaire Marc Machin, oui, mais justement... il reconnaissait les faits Oui. Alors voilà, précisément. qu'il n'avait pas commis. Alors non, attendez, monsieur le rapporteur, il reconnaissait les faits ab initio. Je l'ai très bien connu cette affaire. J'étais à Nanterre, au parquet de Nanterre à ce moment-là. Les scellés avaient été d'ailleurs, alors là pour le coup, miraculeusement et au-delà du délai légal, conservés. Bon. Dieu merci, puisque ça a permis la manifestation de la vérité. Bon. Mais il contestait les faits en cours d'instruction. Assez rapidement en cours d'instruction. Et il a continué à les contester devant la première cour d'assises, puis en appel. Donc, mais je vous l'accorde, on pourrait imaginer une hypothèse où, je sais pas moi, par fatigue ou désespérance, un innocent accusé se met à reconnaître devant la dernière cour d'assises saisie, et là, on passerait potentiellement à côté enfin, on commettrait une erreur judiciaire. J'attire votre attention sur une autre remarque qui nous a été faite par le laboratoire scientifique de Nantes, où les personnes qui ont en charge les études d'ADN sont venues nous expliquer qu'elles procédaient d'elles-mêmes et sans texte d'appui la conservation des ADN, et qu'il leur semblerait utile d'avoir une base juridique à leur conservation. Je me permets de vous dire cela parce que... Oui, c'est l'Institut, l'IGNA de Nantes. Non, je reconnais la franchise devant votre mission d'information. Effectivement, il n'y a pas de base textuelle à cette pratique qui n'est pas, d'ailleurs, nous le savons, nous ne sommes pas naïfs, qui n'est pas leur apanage. Alors, un autre de mes bureaux, celui de la police judiciaire, qui traite toutes les questions de médecine légale notamment et de police scientifique, pourra vous apporter des lumières par mon intermédiaire. Je me permettrai de passer par vos collaborateurs. C'est effectivement, ça serait c'est assez séduisant comme ça, mais pour l'instant c'est sans texte. Hein. Je ne vois pas demain aller requérir, demander au parquet généraux ou au parquet d'aller requérir un laboratoire qui n'est pas censé avoir gardé les prélèvements. Alors, je dis d'ailleurs, devant votre mission d'information, que les délais de conservation des scellés génétiques sont différents des scellés ordinaires. C'est quand même déjà une garantie. On est, de mémoire, voilà. C'est l'article R5320 du Code de procédure pénale qui prévoit que les scellés sur lesquels ont été mis en valeur des profils génétiques, et qui sont donc enregistrés au FNEG, le fichier national des empreintes génétiques, sont conservés jusqu'à pendant un délai de 40 ans. Donc là, on est quand même bordé. Au FNEG, oui, avec lui, dans un ressort que vous connaissez bien. Donc pour l'empreinte génétique, voilà, pour les empreintes génétiques, c'est un peu différent. Donc on n'a pas forcément nécessité d'aller chercher les laboratoires, si vous voulez. Et les archives plus ou moins privées et non déclarées de tel ou tel laboratoire. Le délai de 6 mois du code de procédure de l'article R41.4, il est lui pour le scellé, j'allais dire, tout venant. Simplement, la difficulté, et c'est pour ça, là on est sur le FNEG, dans les affaires qui nous intéressent, c'est les affaires où à l'époque on n'avait pas fait de recherche. On n'imaginait pas que ça existe, la technologie n'existait pas. C'est bien ça le problème. Donc aujourd'hui, c'est vrai que plus on ira dans le temps, j'allais dire les empreintes génétiques, c'est quelque chose qui est intégré dans l'enquête, donc dans la stratégie des enquêteurs et dans la scène de crime, on l'aborde aujourd'hui, vous le savez, mais je le redis, et ça a une importance directe pour ce sujet. On l'apporte très différemment d'il y a 20 ans. Et donc, la première des choses que font les enquêteurs sur une scène de crime en particulier, c'est de préserver pour le futur et de procéder au prélèvement et surtout de ne pas souiller la scène de crime. C'est bien pour ça que dans une affaire, l'affaire Grégory, pour ne pas la citer, il est
assez difficile en 2013 de courir derrière la preuve scientifique dont on ne pouvait pas en 84, bien entendu, recueillir les premiers éléments. Alors, pour reprendre, et peut-être éventuellement terminer mon intervention à ce niveau-là, mais Lynn Bonnet complétera, monsieur le rapporteur Tourès s'est inquiété, nous a demandé, je ne sais pas d'ailleurs si nous sommes en situation de le faire, mais je m'y emploierai dès notre retour, à recenser les peines, les acquittements prononcés dans les premières années, 3 premières années, si je me souviens bien, de l'entrée en vigueur de la loi de 2000. Ce qui avait été, je me souviens très bien à l'époque, estimé par le ministère, c'était le nombre d'appels. On estimait que 30% d'appels, entre 25 et 30% d'appels, c'était comme ça que ça avait été estimé de façon un petit peu d'ailleurs empirique, hein, disons les choses. Bon. Et cela dit, il me semble que c'est à peu près, pour le coup, ce qui s'est passé. Ça, c'est le nombre d'appels. Je ne parle pas du sens des décisions, parce que la décision la question de monsieur le député Touré portait, elle, sur les acquittements en eux-mêmes. Après, faut-il s'étonner qu'une cour d'assises, déjà il faut se féliciter que les cours d'assises, que l'appel aux assises ait été enfin introduit, ça après des années de tentatives diverses et variées. Bon. L'appel aux assises, voilà, d'ailleurs et exactement, d'ailleurs, j'étais en train d'honorer, monsieur le député, l'introduction de l'appel aux assises. Pour essayer de répondre à votre question, je n'ai pas là, évidemment, les éléments sur le nombre d'acquittements dans les 3 premières années qui vous intéressaient tout à l'heure, mais je peux voir si nous l'avons chez nous dans nos archives. Néanmoins, donc, il faut bien voir que auparavant, c'est la cassation qui tenait lieu d'appel aux assises. Hein. Alors avec des contorsions parfois de la chambre criminelle pour, dans tel cas, trouver un vice de procédure qui permettait de renvoyer vers une autre cour d'assises. Ce n'était pas très satisfaisant. L'appel aux assises a permis au moins de résoudre la question, suivi en 2002 d'ailleurs de l'appel du ministère public. Vous vous étonniez aussi de la possibilité, du fait que, d'après ce qu'un des précédents intervenants vous a dit, un appel sur 3 du ministère public donne lieu à condamnation. J'ai envie de vous dire, dans les 2 cas, ce sont des condamnations, c'est le jury populaire et son intime conviction, même s'il doit maintenant, depuis 2011, motiver ses arrêts. Ça n'est pas en soi étonnant. Je veux dire, l'appréciation, surtout dans des dossiers où on n'a pas de preuves matérielles évidentes, que une cour d'assises, certes, alors vous le savez parfaitement d'ailleurs, la cour d'assises d'appel, elle est un peu plus, elle a cette supériorité, si je puis dire, numérique par rapport à la cour d'assises de première instance, de premier niveau, puisque les jurés populaires sont plus nombreux, mais c'est tout. Donc que les décisions ne soient pas l'erreur judiciaire, là aussi j'enfonce une porte ouverte, mais elle est consubstantielle l'erreur est consubstantielle à l'œuvre de justice. On peut évidemment faire en sorte d'éviter qu'elle se produise et qu'elle se reproduise, mais je ne vois pas, même en élargissant plus ou moins les modalités de la révision, que l'on puisse donner une cohérence à une œuvre de justice qui est par définition dont on ne peut exclure parfois des errances, donc un caractère un peu parfois chaotique. La preuve, regardez le cheminement très compliqué de l'affaire Dils. Bon. Avec, je crois, combien de condamnations de procès aux assises, 3 procès d'assises. Voilà. Voilà, oui. Donc, 2 condamnations et donc 3 procès aux assises total. On pourra, et nous y sommes d'ailleurs, si on nous le demande, nous le ferons bien évidemment,
améliorer le fonctionnement de la révision, le rationaliser, c'est certain. On peut le trouver quelques marges de progression, c'est sûr, mais que ce soit la révision ou la procédure criminelle, d'ailleurs, de façon générale, on n'est, hélas, pas à l'abri de ce qui peut, de l'extérieur, paraître comme étant aberrant. Mais c'est vrai, d'ailleurs, de l'appel, l'appel correctionnel. Comment se fait-il qu'une chambre des appels correctionnels relaxe un individu condamné en première instance? Eh bien, alors que ce sont les mêmes faits, là, pour le coup, il n'y a pas de fait nouveau, il n'y a rien. C'est l'appréciation différente d'un même dossier. Je reviens à la révision, parce que c'est au-delà même du cas individuel, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, messieurs les rapporteurs, votre réflexion, elle est bien au-delà d'une affaire, et c'est tout à fait souhaitable d'ailleurs en procédure pénale, en droit en général. Mais nous avons tous en tête l'affaire Le Prince, où la commission de révision, avec un dossier, avec des faits, justement, des faits nouveaux, a eu une analyse totalement différente de la Cour de révision. Ce sont exactement les mêmes faits. Bon, que ça puisse se choquer les uns ou les autres, y compris éventuellement, je crois, des membres de la Cour de cassation dans sa diversité, c'est possible, mais comment l'éviter? Je ne suis pas sûr que la loi résolve quoi que ce soit. Mais bon. C'est pas la différence d'appréciation qui est au-delà choquant. C'est le fait de la remise en liberté, de la réincarcération qui est choquant. Vous comprenez? Et ça, la loi peut le modifier. Les mesures de sûreté, on va dire, mais l'appréciation du fait lui-même, enfin des éléments nouveaux, ça, je pense que ça restera consubstantiel à la révision, sauf à bouleverser l'économie générale du système. Alors après, effectivement, on peut toujours, mais ça relève de la Cour de cassation elle-même, et je crois que ses représentants éminents vous l'ont tous dit, me semble-t-il. Comment est-ce qu'on doit aligner, parce que la façon d'apprécier l'élément nouveau, la commission de révision, sauf erreur de ma part, apprécie un faisceau d'indices, un peu comme le fait le juge d'instruction finalement. La cour de révision, mais ça n'est écrit nulle part, c'est la pratique. Elle répond fait par élément. Bon, est-ce qu'on peut voir une différence? Est-ce que ça peut être plus du coup restrictif? C'est à voir. En tout cas, il appartient à la Cour de cassation de s'organiser différemment. C'est pas forcément d'ailleurs du niveau de la loi. Oui. Donc, sur les critères fusion possible, sur les requérants, vous n'avez peut-être pas répondu à la question que je vous posais. La possibilité pour le procureur général d'une cour d'appel, qu'est-ce que vous en pensez, de saisir la commission? Je peux compléter éventuellement là-dessus. En soi, à l'heure actuelle, en fait, c'est le ministère de la Justice, donc représenté par la Direction des affaires criminelles et des grâces, qui sert en fait de filtre. C'est-à-dire que dans les rares cas, nous, on en a recensé 7 depuis 1990, où c'est le ministre de la Justice qui a introduit le recours, la demande en révision. Ça faisait en général suite à des rapports des procureurs généraux. Et en fait, il y a une espèce de filtre qui est fait parce que ce qui est assez difficile pour un procureur général de connaître la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc, le ministère de la Justice sert en quelque sorte de filtre. Les 3/4 du temps, transmet et fait une demande. C'est ce qui s'est passé pour l'affaire Machin, notamment, c'est le procureur général de Versailles qui a avisé de la difficulté et de la découverte d'un potentiel autre coupable, et c'est le ministère de la Justice qui a introduit le recours. Donc, sur le fond, ça ne pose aucune difficulté. La seule question, c'est est-ce que, pour des raisons de cohérence d'ensemble, il vaut mieux que le ministère de la Justice reste le fil des procureurs généraux. À l'heure actuelle, les procureurs généraux introduisent la demande en révision, en réalité, par l'intermédiaire du ministère de la Justice. Si vous voulez, moi, je vois l'évolution historique avec la judiciarisation introduite en 89. Si on veut aller jusqu'au bout de ces judiciarisations,
remettre entre les mains du procureur général cette prérogative plutôt qu'entre les mains du ministre, qui doit rester tout à fait exceptionnel, ça va dans le sens historique, je dirais. Après, j'allais vous dire, c'est aussi une question de charge de travail, parce que introduire une demande en révision, ça suppose aussi, alors là je le dis vraiment tout à fait librement, c'est un travail aussi d'élaboration de la demande, d'analyse du dossier, de mettre aussi la commission de révision en situation d'avoir la totalité des éléments, et un travail de formalisation qu'à l'heure actuelle, la direction des affaires criminelles fait à la place des parquets généraux pour les soulager de ce travail-là. Mais c'est sur l'opportunité, alors depuis 5 ans que je suis dans ce bureau, on n'a jamais refusé. C'est-à-dire quand un parquet général nous transmet un dossier estimant que ça nécessite une révision, il y a toujours eu des transmissions. Après, c'est vraiment une question de politique pénale et puis de charge. Parce que c'est vraiment, effectivement, introduire une demande en révision, je pense que les avocats ont eu l'occasion de vous le dire, ça suppose quand même un travail d'élaboration d'une documentation à destination de la Cour de cassation qui soit quand même assez étayée pour que la commission de révision puisse utilement statuer. Je pense qu'historiquement, d'ailleurs, ça relève d'une volonté peut-être aussi du côté de la Cour de cassation de ne pas recevoir, imaginons, une avalanche, on en est loin, de demandes en révision qui ne seraient pas coordonnées de la part de procureurs généraux qui auraient, comme par lubie, adressé de façon inconsidérée un recours, une demande devant la Cour de cassation. Je fais moi un peu le parallèle avec une autre voie exceptionnelle de saisine de la Cour de cassation qui est le pouvoir dans l'intérêt de la loi. Bon, monopole effectivement du ministère et de notre direction. Bon, jusqu'à présent, effectivement, mais là-dessus, j'allais vous dire, comme Lynn Bonnet l'a dit, la direction des affaires criminelles et des grâces, elle met en œuvre, formalise le dossier. On n'a jamais refusé, en tout cas moi non plus, j'ai pas je ne lis pas en tête d'hypothèses dans lesquelles le ministère aurait rejeter une demande émanant d'un parquet général. Et juste que s'agissant de la politique du ministre de la Justice en matière de saisine de la Cour de révision, de la commission de révision, il y a deux voies en fait. Il y a deux voies, c'est celle de la transmission des rapports des parquets généraux qui soulève une difficulté et demande une éventuelle saisine de la Cour de cassation, et le cas où il y a personne ne peut former le recours la demande en révision, voilà, CESNEC, et où là seul le garde des Sceaux peut le formaliser. C'est vrai qu'il faut le conserver. Voilà, la question se posera peut-être avec l'élargissement aux petits-enfants, puisque dans les hypothèses pour lesquelles le garde des Sceaux s'est positionné, c'était dans l'ensemble des hypothèses de petits-enfants qui voulaient reprendre. Et moi, je rajouterai à la réserve qui a été formulée tout à l'heure, sur l'élargissement, il faut se méfier des bonnes idées, parce que je pense qu'une des questions qui va se poser très prochainement, ça va être sur les mutins de la garde 14-18, parce que nous, on reçoit régulièrement déjà des courriers en ce sens. Je pense qu'il y a beaucoup de petits-enfants qui sont encore vivants et les dossiers judiciaires sont pour la majorité détruits. Il va rester des bribes de dossiers, mais où je pense qu'on est effectivement dans des cas qui pourraient tout à fait justifier une révision et des annulations de décisions, mais où on peut aussi susciter beaucoup d'espoir pour des gens qui veulent rétablir une vérité judiciaire qui va être impossible à rétablir faute d'éléments. Donc c'est aussi, à mon avis, quelque chose à sous-peser dans l'élargissement. Qui peut conduire à des difficultés, y compris lorsque c'est justifié. Oui. Je voudrais ce problème des histoires des fusillés de la guerre de 14-18, nous en parlions avec monsieur le ministre Badinter tout à l'heure, pose un problème énorme. Soit on réhabilite tout le monde dans le doute, première solution, soit deuxième solution, on essaye de retrouver point par point, dossier par dossier, parce que les cas sont très, très divers, et ça sera très, très compliqué, et ça fera autant de désespoir, tellement ça a été conçu. Faut se rendre compte que avoir été fusillé pour trahison, soi-disant, devant l'ennemi, avec le refus d'inscrire le nom sur le monument aux morts, avec la famille chassée du village. J'ai connu ça, moi, en Normandie, ça a été terrible. Heureusement, la Ligue des droits de l'homme a fait un travail énorme chez nous. Mais bon, c'est un autre problème. C'est une illustration, s'il en fallait une, de l'éventuelle difficulté, non pas vraiment juridique, mais plus en opportunité, de l'élargissement aux ayants droit, voire aux petits-enfants. Et
Donc la question que je voudrais vous poser maintenant, là aussi, c'est en termes d'évaluation de coûts. Tous les rapports de la Cour de cassation demandent qu'il y ait un enregistrement sonore des arrêts de cour d'assises. La plupart des hauts magistrats, je peux dire la quasi-totalité, ils sont favorables. Pas tout le monde, mais la quasi-totalité. Est-ce que vous pouvez nous faire... Alors, qu'est-ce que l'on constate? C'est que c'est une possibilité réservée aux partis qui ne l'exercent pas. C'est une constatation. Nous avons assisté avec désespoir à des déclarations d'avocats disant que pour ne pas se mettre à dos les magistrats de la cour d'assises, ils ne le demandaient pas. Enfin bon, je le dis sous le contrôle, mais ça nous a été dit. Bon. Donc, c'est un moyen de preuve qui disparaît et qui nous met en dehors de toutes les grandes nations occidentales où ça a lieu. M. Cotte nous l'a rappelé. Bon, donc, il nous semble qu'il faut s'orienter vers cela. Alors, quel est le coût éventuel de l'enregistrement audio? Je me mets là. Éventuellement, ça serait une deuxième question sur le plan télévisuel, mais quel est ce coût lorsque dans les arrêts, parce qu'il nous semble qu'il faille leur donner, puisque alors même que c'est une possibilité, ce n'est pas fait. Alors c'est quand même très paradoxal, mais ça nous semble... Enfin, l'ensemble des rapports de la Cour de cassation le demande. Moi, j'ai été très surpris par cela. Et les magistrats nous ont redemandé d'insister beaucoup auprès de vous. Monsieur le rapporteur, pour pouvoir transmettre cette question à la direction des services judiciaires, on est bien d'accord que vous la circonscrivez à la matière criminelle, hein? D'accord. Et il y en a, et éventuellement, oui, il y en a, enfin, en dernier, en appel. En première, ou pour les deux? Toutes les assises. J'ai pas bien sûr ce soir. J'ai pas évidemment ce soir la réponse, mais c'est pour le transmettre justement à la direction compétente. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, à partir du moment, j'y pensais en relisant mes écritures, dès lors qu'elle est ordonnée, mais effectivement, faut-il qu'elle le soit puisqu'elle est facultative, la décision d'enregistrement, elle a un intérêt quand même, alors qui vaut ce qui vaut, mais que là aussi c'est un CD à durée de conservation particulière. On n'est pas à 6 mois, on est à 5 ans. Les enregistrements. Donc ça peut aussi avoir un intérêt quand même de généraliser l'enregistrement. Pour nous, je ne vois pas comment on peut établir l'existence d'un fait nouveau, d'un élément inconnu si nous n'avons pas ça, alors que la procédure est purement orale. Ça nous semble essentiel et qu'on puisse avoir les coûts des deux en la matière. Excusez-moi, mais je rebondis parce que sur votre propos, puisqu'il le sujet s'y prête, avec quand même une grande différence qui n'est peut-être pas tout de suite perçue par la Cour de cassation parce que c'est tout nouveau, mais enfin c'est assez nouveau en matière de révision. C'est donc c'est la motivation. La motivation, ça change quand même pas mal de choses. Motivation des arrêts d'assises. Ça change une chose déjà en appel. Pour avoir été amené à requérir en appel, on sait dorénavant, autrefois on ne le savait pas, ce qui a servi et qu'on ait l'enregistrement ou pas, hein, ce qui a appuyé, étayé la décision de condamnation. Et à plus forte raison maintenant demain pour les révisions. Une révision où on aura les deux arrêts motivés, c'est quand même, enfin c'est pas tout évidemment, mais ça joue énormément. Donc ça vient non pas complètement éteindre l'objection, mais ça permet de mettre un peu plus d'écrit dans cette procédure orale. Moi, je crois qu'on a fait le tour des sujets qui relèvent plus directement de la direction des affaires criminelles et des grâces. Ce qu'on peut dire très, très globalement, c'est que nous nous retrouvons sur vos souhaits et les nôtres. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté. Simplement sur l'appréciation. Vous dites que la réforme 89 a été un bien
c'est ce que vous avez dit, en introduisant la notion de doute. Je suis d'accord avec vous. Mais combien de décisions ont été rendues sur cette notion de doute depuis 89 ? Par rapport aux trois autres premiers critères. C'est soit élément inconnu, soit fait nouveau. Ouais. Mais bon, après... Combien de décisions ? Des décisions d'annulation au total, c'est 46. Ça, depuis 89. Alors, depuis 89. En matière criminelle. Nous, on en a 7. 7. Non, mais sur le doute. Et ensuite, votre question plus précise, on n'a pas, je crois... Sur le doute, si vous voulez, nous, on a fait un décompte sur les 7 condamnations criminelles qui ont été annulées. Elles l'ont toutes été sur la notion d'élément inconnu du premier juge faisant naître un fait, sauf une où c'est une condamnation pour faux témoignage. Il y a eu quelqu'un qui a été condamné postérieurement pour 6 sur 7. Après, on ne peut pas savoir si c'est... si sous le précédent texte, il n'y aurait pas eu également des annulations. Hein. Ça, je peux pas. On n'a pas de possibilité de savoir, sauf pour Dils. Non, mais on voit bien que pour Dils, il y a eu un ma question rejet. était plus pernicieuse, si j'ose dire. Je doute. Non, dans toutes ces affaires, manifestement, la Cour était convaincue de l'innocence. Il y a eu quand même, dans un dossier criminel... Lequel alors, je veux dire, c'est une condamnation définitive. Guilherme Ventura, il a été recondamné quand même derrière. Oui. Donc c'était particulier puisque c'était une condamnation criminelle pour des stupes. Des trafics de stupéfiants. Voilà. Et en fait, la condamnation criminelle a été annulée, mais il s'est fait condamner à 6 ans pour le délit. Oui. Mais la condamnation... Voilà. Et il y a eu une autre condamnation criminelle, pour être tout à fait complète, sur la question du faux témoignage. C'est sur une histoire de viol et d'agression sexuelle, où une des victimes a été condamnée pour faux témoignage postérieurement, et où en fait la Cour de cassation n'a pas renvoyé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas demandé à ce que ça soit rejugé, puisqu'elle a estimé que le faux témoignage ne concernait que la personne victime d'agression sexuelle, et que donc il n'avait pas lieu de revenir sur la condamnation pour le viol. Oui. Donc sur ces deux-là, il semble bien que la Cour de cassation considérait quand même qu'il y avait pas un réel doute sur la culpabilité. 2 cas depuis 89. La réforme de 89 Après, n'a pas eu sur les condamnations correctionnelles, il y a quelques... correctionnelles, sur les correctionnelles, on a quelques cas où, en fait, la Cour annule, mais confirme la pénalité. D'accord. Très franchement, moi, j'ai lu tous les arrêts de la Cour de révision. Hein. Il n'y en a pas un où elle exprime un doute. Il n'y en a pas un où il y a une analyse du doute, où elle exprime un doute, ou pas un. Enfin, bon, à moins que je me trompe, mais donc après, on peut affirmer avec M. Fenech que la loi de 89 ou rien, c'est à peu près la même chose pour la Cour de cassation. Oui, enfin. Si vous voulez, à peu près, mais justement, on est quand même au plan des principes. Avant 89, il ne faut pas oublier, la preuve de l'innocence, c'est quand même pas la même chose. Hein. Oui, mais on arrive à la même chose. On arrive à la même chose dans la pratique. Sur l'affaire Dils, ce qu'on peut constater quand même, c'est que sous l'empire de la précédente loi, il y avait eu un rejet. Après, il refait une requête après 89 et il est fait droit à sa requête. Alors, c'est peut-être aussi qu'il y a eu d'autres éléments nouveaux, mais on peut se poser la question si dans ce cas précis... Ouais. Machin, ou quand même quelqu'un vient s'accuser après, disant c'est moi. Non seulement j'en ai tué une, mais j'en ai tué 2. Là, comment j'ai fait? Eh bien, on n'a pas immédiatement annulé, on a renvoyé, et on a attendu pour renvoyer que la décision contre la personne qui s'accusait soit définitive. C'est pas tout à fait l'esprit de la loi. Et j'ai demandé s'il y avait les indemnisations. Les indemnisations n'ont toujours pas été faites, je tiens à vous le dire. C'est ce qui nous a été indiqué. J'ai demandé si simplement une provision avait été donnée. Aucune. Je ne sais pas si c'est vrai. J'aimerais avoir des... Je l'ai peut-être ça. Je peux le regarder, je crois que je l'ai là. En même temps, l'affaire Machin est finalement, je trouve... on peut trouver effectivement... imaginez un système de révision qui fonctionnerait mieux, plus vite, etc. Mais quelque part, là, tous les mécanismes avec retard, c'est toujours le problème des révisions, c'est que c'est toujours avec retard, mais ont joué. Oui, non, ça je suis d'accord. Voilà. Ça a joué, mais comme je le dis, ça remonte il y a plus de 5 ans. Je crois que la personne est venue s'accuser. L'autre n'est toujours pas indemnisé. Alors effectivement, il n'y a pas... Moi, j'ai pas de trace de l'indemnisation. Je l'ai demandé à l'avocat qui suit, ou je ne sais plus, au journaliste qui suit le dossier. Ils m'ont affirmé ça. C'est pour ça que... Oui, Loïc Séchard a été indemnisé, lui, mais les 2 décisions étaient quasiment de la même période, mais pas Marc Machin.
Alors, après, Marc Machar, il y a aussi un parcours actuel qui complique un petit peu. Ça, c'est vrai. Voilà, Non, mais qui complexifie la situation. J'admets parfaitement ça. Mais on tient à vous remercier. On vous remercie infiniment. Hein. Merci. Bien sûr. Merci beaucoup.